Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Mon nom est Hélène Fresnel, je suis journaliste, je travaille pour le magazine Psychologie, je suis aussi formée à la psychologie clinique. Je travaille à l'Institut Montsouris aussi. Donc cette conférence s'intitule Schizophrénie, le Black Swan de la santé mentale, entre mythes, fiction et réalité. Black Swan, c'est un film que vous connaissez peut-être de Darren Aronofsky, avec Nathalie Portman qui joue le rôle d'une danseuse qui bascule dans une maladie dont on a dit qu'elle était la schizophrénie, mais qui n'est pas la schizophrénie comme cela vous sera expliqué sans doute par nos intervenants. La schizophrénie est une maladie qui touche aujourd'hui 1% de la population française, ça représente à peu près 600 000 personnes. Et en février dernier, des psychiatres, des associations de patients, d'usagers, d'aidants, de familles ont signé une tribune dans le quotidien Le Monde pour demander que le terme disparaisse de la circulation. Ils évoquaient les représentations sociales négatives et les conséquences néfastes qui y sont attachées. Les personnes concernées sont susceptibles d'en souffrir davantage que du trouble lui-même, disaient les signataires. Ils dénonçaient les stéréotypes et les idées fausses trop souvent relayées par les médias. On y associe souvent la schizophrénie et le dédoublement de la personnalité, ou la duplicité, la schizophrénie et la violence, et la criminalité, la schizophrénie et l'extrême dangerosité. Il était noté que la société s'est construite une représentation sociale des personnes atteintes de ces troubles particulièrement péjorative, éloignées de la réalité et de leur vécu. Il faut bien admettre que le terme de schizophrénie véhicule et charrie avec lui toutes sortes de fantasmes et de peurs. Alors, d'où vient-il et que désigne-t-il ? Le terme de schizophrénie, en fait, c'est un psychiatre suisse qui s'appelait Eugène Bleuler qui l'a inventé en 1911. Bleuler associe le terme de schizo, qui signifie fendre en grec, et celui de phrène, qui veut dire esprit. La schizophrénie, c'est donc étymologiquement ce qui fend l'esprit. Bleuler, en fait, cherchait à mettre en évidence une caractéristique essentielle commune à diverses manifestations de souffrance psychique, très différentes les unes des autres, qui peuvent mêler les hallucinations, une perturbation des processus de pensée, des ruptures entre sentiments et pensée, des bizarreries langagières, des sensations étranges, des angoisses de morcellement du corps, un retrait social, des émotions perturbées. Selon Bleuler, donc, tous ces symptômes, dont l'intensité est par ailleurs très variable d'une personne à l'autre, ont une caractéristique commune, le phénomène de dissociation, une désorganisation de la pensée, des liens, du sentiment d'exister et des sens. Ce qui pose problème, ce sont les étiquettes collées à ce mot, au contour qui reste encore très flou pour beaucoup, y compris pour certains cliniciens. En 2002, le Japon a même modifié le diagnostic de schizophrénie, le terme de schizophrénie. Il l'a remplacé par celui de trouble de l'intégration. La France devrait-elle, prendra-t-elle le même chemin ? Nous avons ici différents intervenants qui vont vous parler de la maladie, du point de vue d'usager, du point de vue de soignant, du point de vue de la philosophie aussi, du point de vue des associations qui se mobilisent. Et puis nous aurons à la fin de cette conférence l'autrice, compositrice et interprète Emma Peters qui nous chantera une chanson de son dernier album qui évoque cette problématique et cette difficulté et cette souffrance que l'on appelle actuellement la schizophrénie. Alors je vais demander peut-être à nos différents intervenants de se présenter. Donc à ma gauche, Olivier Pourriol, philosophe. Voilà, enfin philosophe, je travaille beaucoup pour le cinéma, enfin sur le cinéma et pour le cinéma. Donc j'écris des histoires, des romans, des scénarios. Et je fais partie de la chaire de philosophie à l'hôpital créée par Cynthia Fleury, où on fait des séances qu'on appelle cinéphilo, en traitant des thèmes comme par exemple la psychiatrie ou la représentation de la maladie à l'écran, avec des extraits de films. Voilà. Merci. Jasmina. Alors, moi, je suis Jasmina Mallet, je suis médecin psychiatre donc, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, plus précisément à Colombes, et je suis responsable d'un des centres experts de la Fondation fondamentale consacré aux troubles schizophréniques. Donc, il m'arrive assez souvent
d'annoncer effectivement des diagnostics ou de proposer des recommandations. Et donc ça, c'est une bonne partie de mon activité. Sinon, je suis aussi tout à fait active dans le domaine de la recherche aussi et de l'enseignement. Merci. David? Donc, je m'appelle David Martinelli, je suis médiateur de santé père en formation et je fais partie de plusieurs associations qui concernent la santé mentale. À vous. Jean-Christophe Leroy, je dirige une association qui s'appelle Positive Minders, qui est une association présente un peu partout dans la francophonie, qui va associer les compétences de psychiatres, de soignants, de personnes qui accompagnent, de proches et de personnes qui vivent avec un trouble, pour changer de regard sur les troubles psy, mais aussi pour déstigmatiser, transmettre et accélérer l'adoption des bonnes pratiques. Bien, je vous remercie. On termine avec vous, Emma. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Emma Peters. J'écris des chansons et je viens de sortir un deuxième album où il y a une chanson qui s'appelle Juliette dedans, qui parle effectivement de santé mentale. Je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée. Alors, on va peut-être... l'idée, ce sera quand même d'interagir beaucoup avec vos questions, avec les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Mais on va peut-être commencer par une présentation peut-être un peu clinique de la schizophrénie. Jasmina, si vous voulez bien nous dire ce que c'est bon, alors c'est que la difficile de décrire après la description de Bleuler, qui est l'inventeur du concept. Mais il faut rappeler que là, actuellement, la désorganisation n'est pas forcément au premier plan dans les critères diagnostiques internationaux et que on parle classiquement de troubles schizophréniques pour un trouble qui débute généralement à l'adolescence et qui se caractérise par au moins 2 syndromes sur 3. Et donc, il y a un syndrome positif qui est caractérisé par des idées délirantes en dehors de la réalité, souvent un vécu de persécution, on se sent poursuivi, épié par exemple. Des hallucinations, ça généralement le grand public sait ce que c'est, mais qui ne sont pas obligatoires non plus. Il y a un syndrome négatif qui peut être présent aussi et qui est souvent avec beaucoup de conséquences négatives pour la personne qui l'a, puisque en fait c'est un repli social, un vécu un petit peu, un repli des affects, un repli un petit peu finalement, c'est tout ce qui empêche finalement la personne d'avoir un fonctionnement, on va dire, optimal, ce retrait social, ce repli, cet émoussement du ressenti émotionnel. Et puis il y a le syndrome de désorganisation qui correspond effectivement à ce qu'on a en tête quand on parle de désorganisation ou anciennement de dissociation décrite par Bleuler, c'est-à-dire une sorte d'inadéquation entre les affects, les comportements et le contenu de la pensée, ce qui peut donner une petite bizarrerie ou des comportements inadaptés qui sont mal compris par les personnes qui ne connaissent pas le trouble, effectivement. Donc il faut avoir 2 syndromes sur ces 3 syndromes pendant une certaine durée de temps, avec des conséquences qui sont là pendant au moins 6 mois pour parler quand même de schizophrénie. Sinon, on n'est pas forcément dans les critères diagnostiques utilisés dans la recherche et puis par les collègues de tous les pays, on va dire. Voilà. C'est une maladie, on va dire, qui est chronique. Alors, c'est une maladie chronique, oui, effectivement, qui nécessite un traitement. Alors, actuellement, on est dans des perspectives de sous-groupes de patients qui n'auraient peut-être pas besoin d'un traitement pendant des années et des années. Donc, c'est aussi des projets de recherche en cours, de mieux répertorier les patients qui n'ont pas besoin des traitements au long cours à vie, parce que c'est souvent associé à ça aussi. Mais effectivement, c'est une maladie chronique, mais qui peut être associée quand même à un rétablissement avec un suivi adapté. Donc, ce n'est pas forcément une annonce catastrophique. Souvent, les personnes à qui on annonce le diagnostic sont un peu dévastées, mais justement, j'essaie un peu de donner un peu d'espoir et d'optimisme, parce que j'ai pas mal de personnes que je vois depuis des années maintenant qui fonctionnent quand même bien, qui ont un métier parfois en milieu ordinaire, et puis personne ne peut vraiment... finalement imaginer que cette personne-là a ce diagnostic-là, parce que, encore une fois, la schizophrénie, c'est le Black Swan, c'est le titre de la table ronde, c'est-à-dire c'est associé à une représentation très négative, le signe noir un peu de la santé mentale, parce qu'on confond ça avec violence, imprévisibilité, c'est ce qu'on voit en fait au niveau cinématographique. Voilà. Je vais laisser David, la parole si vous après. pouviez nous parler de la maladie du point de vue de la personne qui en souffre, qui en a souffert, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du vécu ? Du coup, pour parler de ma schizophrénie, je dirais qu'il y a
Il y a au moment où ça se... Moi, j'ai commencé par des troubles que j'ai pas compris que c'était de la schizophrénie. C'était vraiment juste un retrait social, effectivement. Ça, c'était quand j'avais 14-15 ans. Après, quand j'ai commencé à faire mes premiers épisodes psychotiques, on n'a pas forcément associé non plus encore tout ça à une maladie chronique. Et c'est seulement bien plus tard, quand j'ai fait une crise beaucoup plus forte, que là, j'ai été hospitalisé et que j'ai dû prendre un traitement. Ce qui est finalement pas plus mal, puisque maintenant, je m'en sors bien avec. Mais en tout cas, je voulais surtout dire qu'à ce moment-là, ce moment précis où de l'annonce du diagnostic, avec vraiment ces troubles forts à ce moment-là, il y a une rupture identitaire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « on n'est plus personne ». On n'est plus personne, et il faut réussir à se relever après ça. Et donc c'est le rétablissement dont parlait Jasmina, mais ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui demande beaucoup d'accompagnement. Pour le rétablissement, on considère actuellement que la première chose importante c'est le traitement médicamenteux, en tout cas chez la plupart des personnes, et la deuxième chose c'est la psychoéducation des proches. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'entourage soit formé à aider la personne concernée. Oui, des études récentes montrent que la psychoéducation des familles aide beaucoup, notamment à minimiser les risques de suicide, parce qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide chez les malades. Donc voilà, il y a souvent des tentatives de suicide à cause de la souffrance que génère et que provoque la maladie. Oui, non seulement la souffrance, mais aussi, je pense, au niveau neurologique, neurobiologique. Il y a vraiment peut-être, après un épisode psychotique où le cerveau est vraiment à 200%, on a vraiment l'impression que ça flambe. Après, il y a vraiment une période qui peut durer, je ne sais pas, moi ça a dû durer 1 an où j'étais vraiment en dépression schizophrénique, quoi. Donc associé effectivement à un mal-être, c'est encore pire. Donc ça peut effectivement être le cas, mais en tout cas, les personnes concernées par des troubles psychiques de ce genre, comme la schizophrénie ou la bipolarité, ont une espérance de vie qui est vraiment réduite par rapport à la normalité de la population. Et le suicide en fait partie, mais pas seulement. Il y a aussi les comorbidités qui sont dues aux médicaments, parfois une moins bonne prise en charge par la santé publique. Et puis je crois qu'en général, on prend moins soin de nous. On est les premières victimes. Alors quand vous disiez que vous n'étiez plus vous-même, quand le diagnostic est tombé, est-ce que vous vous êtes identifié à la maladie en fait Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? Je pense que je me suis identifié à la maladie sans le savoir parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation dans la société. La maladie, effectivement, c'est le Black Swan. Encore maintenant, si je parle à quelqu'un qui dit je suis schizophrène, ça passe très mal. Enfin, je veux dire, les gens ne savent pas comment réagir et dans le meilleur des cas, ils s'en vont en courant et dans le pire des cas, ils nous jettent des pierres pratiquement. Il y a vraiment un problème dans la société avec ça. On perd des amis en étant malade de cette maladie. Il y a une rupture identitaire forte. Et c'est tout là-dessus qu'il faut travailler pour s'en remettre. Olivier Pourriol, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment la philosophie envisage cette question de la maladie psychique, notamment, je sais qu'en phénoménologie, il y a eu des psychiatres, même des philosophes qui se sont intéressés à la question de la maladie et du rapport des problèmes psychiques, des difficultés psychiques. Alors, je vais vous dire des bêtises si je m'aventure sur ce domaine qui est très difficile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un petit livre de Michel Foucault sur la maladie mentale qui pose la question de la manière suivante, et je la trouve très éclairante. Il dit voilà, d'habitude, quand on parle de maladie, on entend qu'il y a un trouble physique repérable quelque part dans le corps, et parler de maladie pour l'esprit, ça pose un problème parce que l'esprit, on ne sait pas où c'est. On ne peut pas mettre le doigt dessus. Et donc, traditionnellement, en philosophie, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, d'ailleurs, Bleuler, c'est en 1911, donc avant Bleuler, la question de la maladie mentale se pose, mais en philosophie, on fait une distinction qui date, on va dire, je sais pas, de la naissance de la philosophie avec Socrate, entre la santé et le salut. Donc la santé, c'est l'état de départ de la philosophie. Donc la philosophie ne peut pas vous remettre en bonne santé, parce que la philosophie est là pour poser les problèmes, pour découvrir des problèmes, même pour inventer des nouveaux problèmes. Vous voyez, donc un bon philosophe, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes. Au vrai sens du terme, Socrate, ça ne lui a pas apporté bonheur, parce qu'il a cherché un problème de manière tellement efficace que ça l'a fait condamner à mort, si on va jusque-là. Et donc la question du problème en philosophie,
c'est d'offrir de nouvelles manières de regarder le monde et de nouvelles manières de comprendre. Donc ça s'adresse à des personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui n'ont pas l'esprit fondu, justement. Et ça, c'est jusqu'au début du XXe siècle. Après, il se trouve que la société est tellement fendue tout court par l'histoire. Vous voyez, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, maintenant on ne sait même plus dans quelle guerre on est, qu'il y a tellement de fragmentation de la société que parler d'un état normal comme point de départ de l'esprit, c'est devenu difficile aujourd'hui. C'est devenu très compliqué. Donc, moi, je trouve que ce que dit Foucault, il dit voilà, la question c'est comment parler de maladie pour l'esprit, alors que quand on va voir un médecin, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire quand j'ai mal au genou, je vais voir le médecin du genou, mais si j'ai mal à l'esprit, je vais voir qui? Et vous voyez, donc la philosophie a ce problème. Elle parle de l'esprit, tout en disant que l'esprit n'est pas matériel, n'est pas matérialisable. Donc ça, c'est quelque chose qui a été travaillé par des gens comme Wittgenstein, par des gens. Il y a plusieurs courants. J'ai des amis très compétents sur le sujet, mais moi, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Moi, je suis plutôt sur le cinéma. C'est plutôt sur cinéma et représentation de la maladie. Et pour vous, la représentation de la schizophrénie au cinéma, comment vous la qualifieriez? Vous avez là un spécialiste parce qu'il a organisé les Schiz Awards que j'ai regardé tout à l'heure. Je vous conseille de le regarder. C'est une cérémonie un peu fictive, mais très réelle dans son contenu, avec des gens très compétents sur le sujet, avec tous les points de vue sur la question de la bonne ou mauvaise représentation de la schizophrénie en particulier. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des films qui, même s'ils sont imparfaits, vous donnent quand même le sentiment de ce que ça peut être. Par exemple, il y a Un homme d'exception, vous l'avez peut-être vu ce film avec Russell Crowe, Beautiful Mind en anglais. Il est beautiful comme mind, mais il est dangereux parce qu'il est tellement génial qu'il est dissocié du reste de sa vie. Et le problème, et vous le dites très bien dans cette cérémonie, c'est qu'en ne s'intéressant qu'aux schizophrènes géniaux, on oublie la réalité commune. C'est-à-dire, pourquoi faudrait-il être génial pour qu'on s'intéresse à vous en tant que malade? C'est une forme de stigmatisation bien plus grave que la mauvaise représentation de la schizophrénie. Mais il y a une scène dans ce film qui est très belle, si vous vous en souvenez, pour ceux qui l'ont vu. Il y a un moment où cet homme, qui a un diagnostic qui est posé, sa femme a choisi de rester avec lui, et en sachant à quel point il est malade, et il lui confie leur enfant. À un moment, il doit surveiller l'enfant dans le bain, et on voit qu'il perd la capacité de surveiller cet enfant. Donc il met en danger la vie de son propre enfant. Et j'ai entendu quelqu'un dans votre jury dire que ça c'était, même si c'est un film hollywoodien, ça c'était un vrai problème. C'est un problème réel, concret, mais les gens qui en ont la pratique et le vécu répondraient mieux que moi sur le sujet. Alors, je voudrais juste rebondir qu'il ne faut quand même pas trop... justement, il ne faut pas faire peur non plus. Je pense qu'on peut avoir un trouble schizophrénique qui est stabilisé, traité et peut-être s'occuper de ses enfants. Parce que sinon, ça peut faire un peu peur dans ce film. Oui, pardon, parce que on précise que le problème du cinéma... C'est un ancien film et c'est des années... Mais c'est pas que ça, c'est que le cinéma peut mettre un petit peu en exergue des choses... Mais le cinéma n'est là que pour montrer ce qui ne va pas. Hein. C'est-à-dire oui, s'il y a du bonheur, ça ne fait pas de film. Donc effectivement, le problème du cinéma, c'est que ça ne représente que des problèmes le plus grave possible. Oui, voilà. En dehors de ça, c'est un de mes films préférés sur ce trouble. Voilà. Et par contre, effectivement, puisqu'on parlait de Black Swan, je pense que c'est bien de dire qu'effectivement, c'est pas une bonne représentation de la schizophrénie, puisqu'il y a cette histoire. Alors, je ne vais pas spoiler du tout, mais quand même, on spoil un petit peu. Mais il y a quand même une histoire de double personnalité, ce que n'est pas du tout le trouble schizophrénique. C'est bien de le redire parce que j'entends ça tellement souvent que c'est vraiment un cliché qui traîne, en fait, un préjugé qui traîne. Même parmi les familles qu'on reçoit en fait. Voilà. Ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Ni une personnalité multiple. Oui. Voilà. Qui a un autre diagnostic, mais pour ma part, j'ai jamais vu de patient avec juste ce diagnostic-là. Donc c'est très, justement, c'est très dans la fiction, c'est très cinématographique. Il y a beaucoup de films sur la personnalité multiple, mais souvent c'est confondu avec la schizophrénie. Et voilà. Je vais peut-être laisser parler. Peut-être toi, Jean. Oui, en fait, le cinéma, il est là pour nous captiver. Et il fait bien son job, en fait. On se souvient d'Un homme d'exception, on se souvient du Soliste, on se souvient de Fight Club ou les autres films. La vraie difficulté, c'est que des fois, est-ce que ça vous viendrait de décrire, je sais pas, le diabète comme une sorte de sida? Non. Alors,
le fait qu'on associe des concepts complètement différents à la schizophrénie, ça c'est quelque chose de propre à la schizophrénie. On a voulu mettre le mot schizophrénie derrière un concept qui marche au cinéma. Et c'est ça la difficulté, parce que du coup, tout le monde a une idée différente. David, toi, quand on t'a dit tu as une schizophrénie, est-ce que tu t'identifiais à ce diagnostic? En fait, est-ce que ça te paraissait crédible par rapport à ce que tu vivais? Je dirais que déjà, il n'y a pas une schizophrénie, mais autant de schizophrénie que de schizophrènes. Et de fait, mon psychiatre a été assez bon à ce niveau-là, c'est qu'il ne m'a pas vraiment donné un diagnostic fort dès le début. Il m'a dit, on vous traite pour des épisodes psychotiques, on vous donne un traitement, ça va aller mieux. Et finalement, il n'y a pas eu d'annonce diagnostique aussi forte que ça. Ouais. Et je pense que c'est important, enfin, en tout cas pour moi, ça m'a aidé, même si d'autres sont plutôt en quête de diagnostic. Et par ailleurs, c'est difficile de se... Voilà, moi j'avais des symptômes, j'ai entendu que c'était quelque chose qui ressemblait à la schizophrénie. Ça m'a fait énormément de mal parce que j'ai dû m'en remettre de ça, de se dire on est schizophrène, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Malgré tout, certains s'en remettent, beaucoup s'en remettent, et tant mieux. Comment expliquer ça, Jasmine, qu'il y ait cette espèce d'image très négative associée à cette maladie précisément? Parce que finalement, les grands paranoïaques peuvent être, si on doit poser des... Il faut juste rappeler que les personnes avec une schizophrénie, alors je dis une parce qu'on est en grand public, mais moi aussi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a pas une schizophrénie. Je parle des troubles schizophréniques, parce que ce n'est même pas une maladie en tant que telle d'un point de vue... si on conceptualise ça, c'est pas une maladie avec une cause unique et un traitement unique. Donc c'est vraiment les troubles schizophréniques pour moi. Et il faut juste rappeler que les personnes sont plus souvent victimes de violences et de préjugés que auteurs de violences et de préjugés, parce que je crois qu'il y a peut-être moins de 3% des crimes qui sont commis par des personnes avec ce diagnostic-là. Donc 97% de violences chez les autres, en fait, d'une certaine manière, pour retourner les choses. Donc après, pourquoi ils sont associés à ça? Je pense que peut-être qu'il y a effectivement dans des moments un petit peu d'épisodes un peu aigus, ou peut-être au début des troubles, il y a des moments où il y a cette désorganisation dont vous parliez. Une grande agitation. Peut-être une agitation aussi, avec des comportements qui sont plus durs à prédire, et donc ça inquiète possiblement. Mais juste rappeler que dans les faits, il n'y a pas plus de violence au final. Mais après, on est coupable dans le grand public et les médias et les journalistes en particulier, sans vouloir pointer du doigt. Je suis quand même toujours surprise de voir encore à notre époque, enfin en 2024, des gros titres avec marqué un schizophrène dangereux, des choses comme ça. Il y avait vraiment une représentation très négative qui est encore véhiculée par les médias, aussi par les personnes qui ont la parole. En fait, les politiques, par exemple, utilisent souvent le terme schizophrénie vraiment à très mauvais escient. Je ne veux pas citer d'exemple, mais j'entends souvent dire nous on est un peu schizophrène ou des choses comme ça, alors que c'est absolument pas du tout la définition. Donc soit c'est représentatif de violence et d'imprévisibilité, soit c'est je suis compliqué, j'ai des avis qui sont un peu divergents parfois, mais voilà, c'est bien que du coup que les personnes qui ont ce trouble-là puissent parler de ce qu'ils ressentent vraiment, comme toi, David. Voilà. Vous vouliez oui, alors, il faut aussi dire que, pour revenir au cinéma, le cinéma ne cherche pas toujours à utiliser le terme schizophrénie. Je prends l'exemple de Split. Ça vous dit quelque chose, Split? Un film quand même qui a beaucoup été diffusé. Ce film-là, les auteurs, les réalisateurs, même la promo, n'a jamais parlé de schizophrénie. Or, le titre des journaux, c'était un film sur la schizophrénie. Et en fait, l'image est tellement inscrite dans l'inconscient collectif que le journaliste dont le métier est de vérifier, le fact-checking, de vérifier son information, ne sent même pas qu'il a besoin de vérifier cette information-là. Et donc, c'est cette distorsion de la réalité. On dit souvent la schizophrénie, c'est une distorsion de la réalité, mais en réalité, c'est une distorsion de la réalité par rapport à la schizophrénie. On a vraiment, collectivement, la responsabilité d'associer le terme à quelque chose qu'il n'est pas. Ça vient aussi peut-être des contours très flous de la maladie, des formes très diverses qu'elle peut prendre. Oui, alors ça fait écho un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur le changement de terme. Dans l'idée du changement de terme, il y a quitter la stigmatisation.
La difficulté avec le changement de terme, c'est qu'en réalité, comme disait Jasmina tout à l'heure, la schizophrénie recouvre en fait plein de maladies d'origine différentes qu'on a toutes mises sous un chapeau parce qu'on ne sait pas les diagnostiquer autrement. C'est juste, on sait constater des symptômes pendant une durée et comme c'est une constatation assez large, on peut mettre plein de choses sous ce chapeau-là. Et donc, peut-être demain, on arrivera à faire une sorte de cartographie nettement plus élaborée et ne plus confondre, ne plus associer des choses extrêmement différentes. Pour le moment, on ne sait pas le faire et donc la tentation, c'est de remplacer un mot par un autre. Ce n'est pas totalement sûr que dans notre société, ça ait réellement l'effet escompté. Bien, je vous remercie. On va devoir s'arrêter là pour pouvoir écouter Emma Peters. Voilà, merci à tous et on laisse Emma clore en musique. Ouais, alors après tous ces témoignages et avec David à ma droite, ça va être très émouvant de chanter cette chanson. Et en plus, je dois vous dire que normalement c'était un piano-voix, donc comme vous le voyez, c'est mal barré. C'est la première fois que je vais la faire en guitare-voix, donc surtout ne me jugez pas, merci. Vous m'entendez bien ? Ok. Dans son petit appartement, elle vit très loin des gens, les yeux rivés sur ses écrans. Elle suce son pouce comme une enfant. Elle dit que personne la comprend, qu'on lui a volé ses vêtements. Elle jure qu'on l'observe du balcon et que la télé lui répond. Aïe, 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 aïe. Juliette, oh Juliette, emmène-moi dans ta tête, au cœur de la tempête, où la raison se jette. Oh Juliette, Juliette, oh Juliette, emmène-moi dans ta tête, Juliette, oh Juliette. Elle danse en rythme sur du Michael, se plaint souvent d'être trop seule. Elle croit toujours au prince charmant et tombe amoureuse un peu tout le temps. Mais ce monde est brutal et trop fermé, faut une vie banale et bien rangée. J'espère que dans tous ces comprimés, quelques-uns lui permettent de rêver. Aïe, 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 aïe. Juliette, oh Juliette, emmène-moi dans ta tête, au cœur de la tempête, où la raison se jette. Oh Juliette, Juliette, oh Juliette, emmène-moi dans ta tête, Juliette, oh Juliette. Merci beaucoup.